On pense tous connaître l'histoire de l'Arche de Noé, vraiment par cœur. Le déluge, les animaux, la colombe. C'est presque un conte pour enfants. Exactement. Mais si le véritable drame, le cœur battant de ce récit, ne se cachait pas dans la catastrophe, mais dans un unique mot, arabe, marzl, un mot presque intraduisible. Hmm. C'est le programme du jour. On va explorer ensemble une relecture du récit coranique de Noé qui, franchement, bouscule un peu tout ce qu'on croyait savoir. Oui, Et pour ça, on s'appuie sur un article de Nasreddin Banamed de Tlemcen, en Algérie, qui propose une analyse purement conceptuelle du texte. c'est ça, on sort du narratif classique. Voilà. Notre mission, Marzl, comprendre comment le mot Marzl révèle un conflit non pas juste entre un père et son fils, mais entre deux systèmes de pensée. Deux réalités parallèles en quelque sorte. C'est ça. On va voir que la séparation, la vraie, n'était ni géographique ni même familiale au sens où on l'entend, mais bien cognitive. Et morale. Et c'est là que l'approche est radicalement nouvelle. D'habitude, on lit ce texte en cherchant la leçon de morale sur l'obéissance ou... Une poive historique. Voilà. Alors que l'article de Ben Hamed, lui, met tout ça de côté. Il traite le Coran comme un discours sur les structures de la pensée humaine. D'accord. Et ce petit mot marzil, qui peut sembler anodin, devient tout à coup la clé de voûte de toute l'interprétation. On passe d'un drame familial à une sorte de cartographie de la divergence intellectuelle. Parfait. Alors, allons-y, plongeons directement au cœur du récit. Le texte nous situe au moment le plus dramatique. L'arche flotte, portée par des vagues comme des montagnes. Le chaos total. C'est là que Noé lance un appel à son fils. Et le verset nous dit, c'est le verset 42 de la sourate Oud, que le fils se trouvait dans un marazil. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il était juste un peu plus loin. Sur un rocher. Eh bien non, si ce n'était que ça, le mot serait purement descriptif, sans grand intérêt. D'accord. Tout le génie de l'analyse, c'est de montrer que le marzil n'est pas un lieu, mais un état. C'est un isolement choisi, un retranchement. Ah oui, c'est volontaire. C'est volontaire. Le fils ne se trouve pas à l'écart par accident. Il s'est placé lui-même dans une position intellectuelle et morale autonome. Il a bâti sa propre forteresse mentale en opposition à celle que lui propose son père. Il est littéralement dans une zone de séparation conceptuelle. Attendez. Donc ce n'est pas juste un adolescent un peu têtu qui refuse d'écouter. C'est bien plus profond. Beaucoup plus profond. C'est quelqu'un qui a consciemment adopté un autre paradigme, une autre façon de voir le monde. Précisément, c'est un choix délibéré. Il ne dit pas seulement non à son père, il dit non à tout le système de valeurs, à toute la compréhension de la réalité que son père incarne. Il a sa propre logique, ses propres certitudes. Et le texte va nous les montrer, ces logiques. De manière très symbolique, oui. C'est un peu comme si deux personnes regardaient un ordinateur en panne. L'une, qui connaît le système, dit « il faut redémarrer en mode sans échec. C'est la seule procédure qui marche. D'accord. » Et l'autre répond « n'importe quoi, je vais juste débrancher et rebrancher, ça marche toujours pour ma cafetière. » Ils font face au même problème, mais leur logiciel interne est si différent qu'ils ne peuvent même pas s'entendre sur le diagnostic. C'est une excellente image, celle du logiciel. Ça met le doigt sur l'essentiel. Ce n'est pas un problème de hardware, le fils n'est pas moins intelligent, mais bien de software. De la manière de traiter la réalité? C'est ça. Et l'article montre que le récit nous donne les icônes de ces deux logiciels. D'un côté, il y a l'arche. Elle représente le système de Noé. Ce n'est pas juste un bateau, c'est un cadre intellectuel cohérent, lucide, aligné sur une vérité qui le dépasse. C'est une structure conçue pour naviguer la réalité, même si elle est chaotique. Exactement. Une structure qui peut sembler fragile, du bois au milieu d'un océan, mais qui est en fait la seule chose vraiment stable. Et en face de ça, En face de ça, on a la montagne. Dans le verset suivant, le fils répond à son père. « Je vais me réfugier sur une montagne qui me protégera de l'eau. » La montagne, c'est son système à lui. ah, d'accord. C'est le symbole parfait de ce qui semble solide, permanent, sûr, ancré dans la terre. C'est la tentative humaine de s'élever par ses propres moyens. Il choisit une solution qui lui paraît rationnelle, tangible. Il oppose la solidité de la pierre à la fragilité du bois, en somme. C'est tout à fait ça. C'est le choix d'un refuge intellectuel qu'il a conçu lui-même et qu'il croit supérieur. C'est fascinant. Les éléments du décor deviennent les pièces d'un débat philosophique. Et ça m'amène à l'appel de Noé. Le texte utilise une formule très tendre. « Ô Bounaya, ô mon tout petit-fils ». Ce n'est pas un ordre, c'est presque un murmure. Si on suit cette logique, cet appel est bien plus qu'une simple marque d'affection. Ah mais c'est toute la subtilité. L'utilisation de ce diminutif Bounaya est absolument poignante.
C'est un mot qui exprime une proximité, un amour immense. Oui, Mais justement, cette tendresse ne fait que souligner la profondeur du fossé qui les sépare. C'est la reconnaissance du lien du sang, du lien affectif, mais en même temps le constat tragique de la distance intellectuelle qui est insurmontable. c'est comme s'il disait. C'est comme s'il disait oui, mon enfant, chair de ma chair, je vois que tu t'es enfermé dans une logique qui va te perdre, et malgré tout mon amour, je ne peux pas t'y rejoindre. Donc plus l'appel est tendre, plus la rupture conceptuelle paraît violente. Ce n'est pas une dispute, c'est une véritable tragédie. Tout à fait. On a ce père, Noé, qui se tient d'un côté du fossé, et en face, ce fils qui s'isole. Comment l'article dépeint Noé lui-même dans ce tableau? Il est plus qu'un prophète, n'est-ce pas? Oui, il n'est pas juste un porte-parole. Il incarne une conscience claire, une lucidité libérée des illusions de son temps. Sa vision du monde est alignée sur la réalité fondamentale des choses. D'accord. Du coup, on comprend que sa mission, ce n'était pas juste de sauver les meubles, elle était double. D'une part, sauver physiquement les croyants, et les animaux, bien sûr, La partie qu'on connaît. voilà. Mais d'autre part, et c'est le plus important ici, sauver intellectuellement et spirituellement ceux qui acceptent de monter à bord de son cadre de pensée. L'arche n'est donc pas seulement un refuge en planche. Non, c'est son système de pensée rendu visible, une structure tangible qui incarne sa vision du monde. Monter dans l'arche, c'est adopter sa lucidité. D'accord. Et c'est là qu'on arrive au point de rupture. Le moment qui, je pense, est le plus difficile à saisir. Le fils refuse, la vague l'emporte, Noé est dévasté. Il implore Dieu en disant « Seigneur, mon fils est de ma famille ». Et la réponse divine est terrible. Elle est terrible. Dieu dit, selon la traduction, « Il n'est pas de ta famille ». Comment c'est possible? C'est une négation de la biologie. C'est factuellement faux. C'est le cœur de l'argument de Ben Hamed. Et c'est là où la traduction habituelle par « famille » peut nous égarer. Le mot arabe est « ahl ». La réponse divine, dans le verset 46, est d'une précision chirurgicale. « Il n'est pas de tes ahl ». Pas de théâle. Le texte ne dit pas « il n'est pas ton fils », ce qui nierait la paternité. Il dit qu'il ne fait pas partie de ton clan, de ta communauté, de tes proches au sens le plus profond. Et pourquoi? Quelle est la justification? Le verset continue, car il a commis un acte d'injustice. Un acte d'injustice. Ça veut dire que son choix intellectuel, le fait de se réfugier sur sa montagne, est qualifié d'acte injuste. Exactement. L'injustice ici, ce n'est pas un crime au sens juridique, c'est une rupture d'alignement avec le réel. Le texte opère une redéfinition radicale de ce que c'est que l'appartenance. Ah oui? Les Halles de Noé, ce ne sont pas ceux qui partagent son ADN, mais ceux qui partagent son orientation cognitive et morale. La véritable famille, le lien qui unit réellement, ce n'est pas le sang, c'est la vision du monde. Donc le fils, en choisissant la montagne, s'est lui-même exclu des halles de son père. Il a rompu le lien le plus essentiel. C'est une idée très puissante. Mais elle est aussi assez dure, non? Ça veut dire qu'un lien aussi fondamental que celui d'un père à son fils peut être anéanti par une divergence d'idées. C'est presque effrayant. C'est vertigineux, mais c'est d'une logique implacable dans cette lecture. Le récit nous dit que ce qui nous lie les uns aux autres, ce n'est pas le passé, la naissance, mais c'est le présent et l'avenir. C'est l'orientation, la direction qu'on prend. Le fils et le père ne regardent plus dans la même direction. C'est ça. Ils habitent deux mondes conceptuels différents. Leur lien biologique existe, bien sûr, mais il est devenu secondaire face à cette rupture fondamentale. La rupture est actée. La confrontation avec la réalité est désormais inévitable. Et cette confrontation, c'est le déluge lui-même. Si on suit cette logique jusqu'au bout, le déluge ne peut plus être vu comme une simple punition divine. Non, ça ne tient plus. Une colère qui s'abat sur les méchants, ça doit être autre chose. C'est la conclusion logique de toute l'analyse. Dans cette grille de lecture, le déluge n'est pas une intervention arbitraire. C'est la conséquence naturelle, inévitable, de l'effondrement du système de pensée du Fils. C'est le crash test ultime. La montagne ne tenait pas en fait. Sa montagne, son refuge intellectuel, ce système autonome qu'il croyait si solide, si rationnel, tout ça s'avère n'être qu'une illusion. La réalité, symbolisée par l'eau qui monte, vient simplement dissoudre cette illusion. Donc la catastrophe, ce n'est pas l'eau. La catastrophe, c'est l'échec total d'une vision du monde déconnectée du réel. Le déluge est la matérialisation de cet effondrement cognitif.
Ce qui est fou, c'est que la véritable séparation, elle n'a pas eu lieu au moment où la vague l'a emporté. Non, bien avant. Elle était déjà consommée au moment où il a choisi de s'enfermer dans son asile intellectuel. Le drame final n'est que la manifestation physique d'une rupture qui était déjà totale sur le plan des idées. C'est exactement ça. Il s'est auto-exclu. Et la puissance du récit, vue sous cet angle, n'est plus seulement dans le drame familial, mais dans cette démonstration implacable Qui est que qu'une vision du monde construite en autarcie, détachée de la réalité fondamentale, est condamnée à s'effondrer sur elle-même. Et on voit ça tous les jours d'ailleurs. Ah oui, Dans les chambres d'écho sur Internet, chacun construit sa montagne d'informations qui confirme ses propres biais et se retrouve complètement isolé dans son asile numérique. incapable de monter dans l'arche d'une réalité partagée. C'est ça. L'histoire de Noé devient une parabole intemporelle sur la cohérence intellectuelle et les dangers de l'isolement conceptuel. Quand on y pense, cette lecture change complètement la morale de l'histoire. Si on résume un peu ce qu'on vient de voir. Allons-y. Le mot Maasile ne désigne pas un lieu, mais un état d'isolement intellectuel volontaire, une sorte de forteresse mentale. Oui, Ensuite, l'arche et la montagne ne sont plus des éléments du décor, mais les symboles de deux systèmes de pensée qui s'affrontent. l'un aligné sur le réel, l'autre illusoire. C'est ça. Et finalement, le concept d'appartenance, les Alm Aral, est redéfini de manière radicale. Il ne dépend plus des liens du sang, mais du partage d'une même vision du monde. Tout à fait. L'analyse de Ben Hamed transforme une histoire qu'on pensait connaître par cœur en une parabole incroyablement moderne sur la nature de nos choix intellectuels Et leurs conséquences. et leurs conséquences. Elle suggère que l'appartenance véritable, la seule qui résiste à l'épreuve du réel, se définit par la convergence de nos orientations cognitives et morales. Le drame du fils de Noé n'est pas d'avoir désobéi, mais d'avoir choisi un cadre de pensée qui était par nature défaillant. Et qui ne pouvait pas le protéger. Voilà. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour la suite. Cette analyse, elle nous offre une grille de lecture fascinante, mais au-delà de ce texte, on peut se demander à combien de montagnes illusoires on s'accroche aujourd'hui. Individuellement ou collectivement. Oui, persuadée qu'elle nous protège, alors qu'en réalité, elle nous enferme dans un maïsil intellectuel. Et la question c'est, que se passera-t-il le jour où la réalité, quelle qu'elle soit, viendra frapper à la porte de ces refuges, et que l'eau commencera à monter ?